Bonjour à tous, donc je m'appelle Samir Rian, je suis interne en anesthésie à l'hôpital Antoine Béclair en troisième semestre et je vais vous présenter la simulation en anesthésie obstétricale, notamment avec le niveau de preuve, les données scientifiques qu'on peut se permettre d'avoir en 2018. Quand on pense simulation, quand on parle de simulation, la première chose qui nous vient à l'esprit évidemment, non, pas nécessairement, mais moi je pensais plutôt à, bien sûr, Madame Angélique Ducoudray, qui était sage-femme accoucheuse de la cour de Louis XV au XVIIIe siècle et qui avait développé une machine qu'on pourrait presque comparer à un simulateur haute fidélité pour apprendre aux femmes à faire accoucher et donc à devenir sage-femme. Depuis, on a quand même beaucoup progressé. On a développé différents types de simulateurs, notamment des simulateurs qui se déroulent in situ, c'est-à-dire dans l'unité de soins où travaille le praticien avec son équipe, son matériel, et des simulateurs off-site, donc en dehors de ces sites, mais également des simulateurs qui sont sur mannequins, des simulateurs sur patients, et des modèles hybrides avec notamment des mannequins interactifs et des patients acteurs accompagnés de dispositifs artificiels comme ce dispositif-là, avec cette patiente actrice qui a l'air ravie de faire une hémorragie du postpartum, des simulateurs plus basiques comme celui-là qu'on connaît pour apprendre à poser des péridurales et dont une étude en 2013 a prouvé qu'il n'était pas nécessairement supérieur à celui-là. Donc c'est ce papier ici, avec des praticiens, donc des anesthésistes qui étaient rompus à la pratique de la péridurale et qui trouvaient une similarité dans la perte de résistance du passage de la peau de banane et celle du ligament jaune. Qu'entend-on par simulation, notamment pourquoi est-ce que la simulation peut être une bonne chose en anesthésie obstétricale? La première raison qui peut venir à l'esprit, c'est qu'elle s'applique à des situations qui sont rarement rencontrées donc, lors de la formation initiale de l'interne. La première confrontation pouvant donc se faire dans un moment où il est dans un poste à responsabilité. Ça peut être donc utile pour dédramatiser et aussi avoir une première mainmise sur cette situation. Ensuite, on a tous appris par cœur cette maxime comme quoi la médecine s'apprend au lit du patient, ce qui est vrai, surtout versus l'apprentissage en fait théorique. On peut se poser la question si ça reste vrai versus le patient simulé. Enfin, l'apprentissage par l'erreur, ce qui est signifié par cette photo de Alfred qui dit à Bruce Wayne à quoi servent les chutes, réponse à apprendre à se relever. L'apprentissage par l'erreur est une manière efficace d'apprendre mais n'est pas éthique sur le patient réel, évidemment. Donc quels objectifs poursuivre en anesthésie obstétricale pour distinguer ces objectifs, je me suis appuyé sur deux revues de la littérature, une première de 2013, une deuxième qui est une mise à jour en 2017, suivant approximativement le même plan et distinguant quatre champs d'action de la simulation en anesthésie obstétricale. Donc notamment la simulation pour l'acquisition de compétences individuelles, typiquement la pose de péridurale, mais également la simulation pour l'évaluation des performances, l'évaluation de pratique, l'évaluation de l'environnement de soins, et les séances de groupe en Crisis Resource Management, c'est-à-dire travailler le travail d'équipe, la communication en équipe au mieux pluriprofessionnelle. En ce qui concerne l'acquisition de compétences individuelles, on a ce premier papier de Hortner et al. En 2014 qui concerne l'anesthésie générale pour césarienne en urgence, donc une situation qui devient de plus en plus rare en pratique. 24 internes d'anesthésie étaient évalués avec 6 seniors qui ont servi de référence, qui ont été évalués selon un score préétabli noté sur 198,5, avec une évaluation avant entraînement par simulation, une évaluation juste après l'entraînement dans les 5 semaines qui suivent, et enfin une évaluation de leur rétention de connaissances à distance. Et il a été montré, donc la seule différence significative étant la différence entre le score des internes avant et après l'entraînement par simulation, et surtout le score des internes avant la simulation et le score de référence qui est établi par les seniors. Avec une évaluation également de la rétention à distance sans différence significative, et donc qui montre une bonne rétention des connaissances acquises en simulation. En ce qui concerne l'évaluation des performances, la simulation va être limitée par l'effet Hawthorne, c'est-à-dire le fait que l'individu se sentant observé va avoir un comportement différent de s'il n'était pas observé. Typiquement, ça va être l'interne avec une bonne connaissance théorique du sujet qui va mettre en application ses cours qu'il a appris du coup un petit peu par cœur comme une poésie, qui du coup va avoir un très bon score en simulation qu'il pourrait ne pas avoir nécessairement en situation réelle. Et à l'inverse, le praticien qui est vraiment rompu à la pratique, qui n'a pas nécessairement appris par la simulation, peut ne pas retrouver les mêmes repères dans la simulation qu'il a dans sa pratique clinique et donc avoir un score faussement plus bas que ce qu'il aurait eu en vraie pratique. En ce qui concerne l'évaluation de pratique par la simulation, la limitation se fait par l'extrapolabilité, c'est ce qui est montré, c'est ce qui est
exploré dans cette étude de 2013, où le but était de comparer une rachianesthésie dite en séquence rapide, c'est-à-dire le plus vite possible, contre une anesthésie générale pour une césarienne en urgence. Donc c'est 19 anesthésistes qui ont fait les deux simulations, c'est-à-dire simulation de rachianesthésie et d'anesthésie générale. Étant donné qu'on ne peut pas simuler le temps d'installation du bloc de la rachianesthésie, il a été mesuré sur 100 rachianesthésies pour césarienne programmée. Et on voit qu'il y a vraiment une différence significative du temps total, du coup, donc temps mesuré plus temps simulé en faveur de l'anesthésie générale. Ici, le résultat est donc nettement en faveur de l'anesthésie générale. On peut néanmoins se poser la question de l'extrapolabilité de résultats qui ont été évalués en simulation et est-ce qu'on pourrait les appliquer à une situation réelle. En ce qui concerne l'évaluation de l'environnement de soins, c'est en particulier un intérêt de la simulation qu'on appelle in situ. Avec cet exemple, par exemple, au Royaume-Uni, où plus de la moitié des maternités simulent une fois par mois. Donc on en est quand même assez loin. Dans ce pays, la simulation est associée en fait au développement professionnel continu, au plan de gestion des risques. Quelque part, on simule comme si on faisait un exercice d'alarme incendie. D'ailleurs, ça a le même nom, Simulation Drill et Fire Drill. La principale limite de la fréquence de ces simulations, c'est le coût humain et financier qu'elles engendrent. Cette étude de 2015 s'est intéressée justement à la différence entre la simulation in situ et la simulation hors site, donc OSS off-site, ISS in situ. Le but était de montrer la supériorité de la simulation in situ qui est vendue comme étant plus réaliste puisqu'elle se déroule vraiment dans l'unité de soins avec l'équipe, avec le matériel et donc ayant une valeur pédagogique supérieure. Ils ont donc constitué des équipes de 10 pluriprofessionnelles, c'est-à-dire incluant des anesthésistes, des sages-femmes et des obstétriciens dans des situations d'urgence obstétricale qui se faisaient soit in situ, soit hors site. Finalement, l'étude ne conclut pas à une différence, mais elle a quand même remarqué que dans la simulation in situ, il y avait plus de remarques constructives qui étaient formulées sur l'environnement de soins, la mise en évidence en fait, de défauts d'organisation qui pourraient être porteurs de risques. Un autre point important de cette étude, c'était la mesure du cortisol salivaire comme un reflet du stress ressenti, qui montre qu'il y a une réelle augmentation en fait, de la sécrétion de cortisol salivaire pendant la séance de simulation, sans différence entre le fait qu'elle soit in situ ou hors site, donc a priori ce serait à peu près aussi réaliste, mais qui témoigne d'un réel investissement en fait, des participants à la simulation dans le processus de simulation. En ce qui concerne le travail d'équipe, la salle de naissance a été définie par Wenck dans une revue systématique de 2015 comme un milieu hostile à l'anesthésiste. Notamment, bon, c'est un secteur très différent de celui auquel il est habitué, notamment avec le personnel qui est différent et qui contient moins de personnes formées aux pratiques de réanimation, mais également la multiplicité des équipes qui participent à la prise en charge, donc l'équipe d'obstétrique, l'équipe de pédiatrie, etc., et qui souligne donc l'importance de la communication et du travail d'équipe dans un secteur à haut risque comme la salle de naissance et dans le domaine des urgences obstétricales. Cette étude s'est intéressée à la communication et le lien entre la communication et l'exécution d'actes validés par Evidence-Based Medicine dans des équipes seulement obstétriciennes, donc obstétriciens plus sages-femmes, avec constitution de 19 équipes qui sont évaluées en simulation par vidéo. 10 minutes de simulation d'éclampsie où ils ont mesuré un lien entre les modes de communication et l'administration de sulfate de magnésium. Et ils ont trouvé que les équipes ayant administré le sulfate de magnésium plus que les autres et plus rapidement que les autres ont significativement plus mentionné le diagnostic d'éclampsie nommément, ils l'ont mentionné à voix haute. Et ils ont significativement plus communiqué en boucle fermée, c'est-à-dire je donne une information et la personne qui la reçoit me signale qu'elle l'a reçue et me signale qu'elle va faire l'acte qu'on lui a demandé. Et il y a également significativement moins de sorties de salle dans les équipes qui ont plus et plus rapidement administré le sulfate de magnésium. Néanmoins, on peut se poser la question de l'outcome patient, puisqu'on pourrait penser que l'exécution de plus d'actes qui sont validés par Evidence-Based Medicine entraînerait un meilleur résultat pour le patient. En ce qui concerne l'anesthésie obstétricale, c'est récemment que les publications commencent à vraiment s'intéresser à la simulation. Donc là, c'est un recensement des publications qui concernent la simulation en obstétrique, mais ça concerne également des équipes pluriprofessionnelles contenant donc des anesthésistes de milieu obstétrical. Il y a une réelle explosion du nombre de ces publications sur les 10 dernières années. Pour faire un tour d'horizon, je me suis appuyé sur cette revue de la littérature qui a été publiée en 2016, qui ne recense que des études de bonne méthodologie concernant 4 thématiques obstétricales.
la dystocie, l'hémorragie du postpartum, l'éclampsie et la procidence du cordon, et qui utilise pour quantifier l'impact pédagogique des processus de simulation et l'impact également des études, la classification de Donald Kirkpatrick. Cette classification, donc c'est une classification en 4 niveaux qui est très simple d'utilisation. Le premier niveau concernant les réactions de l'apprenant lors de la séance de simulation, sa satisfaction quant au processus pédagogique. Le deuxième niveau mesure les connaissances et les compétences pratiques qu'il a pu acquérir lors de cette séance de simulation, de manière mesurée ou auto-évaluée. Le troisième niveau concerne la mise en application de ces connaissances et de ces compétences en pratique réelle. Et enfin, le plus important, et ce qu'on vise toujours à avoir, c'est le quatrième niveau, à savoir est-ce qu'il s'en dégage un patient outcome positif. Cette étude de 2015 est une étude rétrospective qui concerne donc le centre hospitalier de Bristol, qui est un centre hospitalier assez connu pour justement son travail sur la simulation, avec cette étude qui concerne l'ensemble de l'équipe d'obstétrique, incluant donc les sages-femmes, sur 3 périodes, avant la mise en route d'un protocole d'entraînement par la simulation, au début de sa mise en route, et une fois qu'il est complètement rentré dans les pratiques, au rythme de 2 séances par mois, donc c'est quand même un rythme très élevé, avec un recueil rétrospectif de l'incidence des complications obstétricales concernant la dystocie des épaules. La première mesure concerne juste l'incidence de la dystocie des épaules. On voit qu'il n'y a pas eu de diminution de cette incidence. Donc les résultats qu'on pourrait en tirer seront comparables. Il y a même eu une augmentation attribuée à un meilleur diagnostic dans l'étude. Il y a également eu une amélioration des pratiques avec, dans leur recueil rétrospectif, une augmentation significative de la fréquence d'utilisation de manœuvres validées, comme celle de Mac Roberts, une diminution de l'utilisation de manœuvres non validées comme l'appui fondique sur l'utérus, qui est donc un niveau de Kirkpatrick 3, puisque c'était mesuré en pratique réelle. Après l'entraînement par simulation, on a une amélioration des pratiques. Il y a également eu une diminution significative de l'incidence de la paralysie obstétricale du plexus brachial entre les 3 périodes, non significative entre le début des simulations et la fin des simulations, donc un impact Kirkpatrick 4, et aucune paralysie obstétricale du plexus brachial à la naissance n'a été observée lors de la dernière année d'études. Les limites qu'on peut opposer à cette étude, c'est déjà son caractère rétrospectif qui affecte négativement son niveau de preuve, mais également la présence de potentiels facteurs de confusion, puisqu'on étudie 3 plages temporelles, il a pu se passer des choses autres externes lors de cette période. Évidemment, un potentiel effet centre, puisque le centre de Bristol est quand même un centre qui simule particulièrement souvent et qui a développé lui-même son propre programme d'éducation par la simulation. Ce programme, donc, qui porte le nom de programme PROMPT, il a été exporté ensuite en Australie, avec cette fois-ci une étude rétrospective des outcomes fœtaux sur l'ensemble donc, des naissances de 8 maternités dans la ville de Victoria, entre 2008 et 2011, une période qui est relativement courte, avec le même schéma, c'est-à-dire avant l'instauration de l'entraînement par la simulation, au début de sa mise en route et une fois qu'il est vraiment entré dans les pratiques. Les résultats montrent des outcomes fœtaux significativement meilleurs donc dans la période post-entraînement par simulation, sans différence entre post la simulation et pendant l'entraînement par simulation, ce qui présuppose d'une rétention des connaissances, notamment en ce qui concerne les Apgar 1 inférieurs à 7 et le lactate au cordon élevé. Cela dit, quand on voit en fait les chiffres qui sont avancés, on se rend compte qu'on est à la limite du degré de signification et surtout que la taille d'effet n'est pas très importante. Et en ce qui concerne l'Apgar 1, on sait qu'il n'est pas forcément représentatif d'un meilleur outcome néonatal. Néanmoins, ça la qualifie quand même en Kirkpatrick 4. Cette étude, elle est un petit peu plus ancienne. C'est aussi une étude de l'équipe de Bristol qui s'intéresse aux outcomes fœtaux. Et cette fois-ci, des anesthésistes ont participé au programme de simulation en compagnie des sages-femmes et des obstétriciens, toujours ce rythme de 2 séances par mois, avec pour l'équipe d'obstétrique un entraînement à la lecture d'électrocardiotocographe et une simulation d'urgence obstétricale. Donc c'est des programmes de simulation certes, mais c'est des programmes d'entraînement incluant entre autres de la simulation. Avec un recueil rétrospectif également des outcomes fœtaux, et ils ont mesuré donc des Apgar 5 cette fois-ci, qui sont diminués de moitié. L'incidence d'Apgar 5 inférieure à 6 est diminuée de moitié entre la période avant et la période après l'entraînement par simulation. À peu près le même résultat sur les encéphalopathies hypoxémiques, malheureusement non significatif si on sépare les encéphalopathies hypoxémiques modérées et sévères, dont on sait qu'elles sont plus prédictives d'infirmité motrice cérébrale ultérieure. On a donc encore un impact, un patient outcome Kirkpatrick 4 sur cette fois-ci les outcomes fœtaux.
Il est intéressant parfois d'instaurer des programmes d'entraînement contenant entre autres de la simulation dans des pays à forte incidence d'événements obstétricaux. Donc cette étude par exemple en Tanzanie qui a montré une taille d'effet pour le coup colossale sur la réduction de l'incidence de l'hémorragie du postpartum et l'incidence de l'hémorragie du postpartum sévère avec une diminution par deux, sachant qu'on part d'une incidence de l'hémorragie du postpartum à 33% quasiment. On est à 5% en France, donc il y a quand même une grosse différence. Est-ce qu'on peut dire que c'est intégralement attribuable à la simulation? C'est un programme d'entraînement incluant entre autres la simulation. Ici, il s'agit du programme Advanced Life Support in Obstetrics. La limite dans des pays comme ça, c'est une limite financière, puisque évidemment c'est eux qui pourraient le plus en bénéficier, c'est aussi eux qui peuvent le moins le financer. Néanmoins, on a encore un impact Kirkpatrick 4. Du coup, dans l'ensemble des papiers que j'ai pu lire concernant la simulation en anesthésie obstétricale, en obstétrique et en anesthésie obstétricale, déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de papiers pour l'instant en obstétrique qu'en anesthésie obstétricale. Mais il y a les papiers d'obstétrique incluant donc dans le travail d'équipe les anesthésistes travaillant en maternité. Il y a deux types de schémas différents. La simulation en tant que moyen qui est étudiée par exemple dans la simulation in situ pour sa vertu de détecter les défauts organisationnels qui peuvent être porteurs de risques, et la simulation en tant que moyen également dans l'étude que j'avais montrée rachianesthésie versus anesthésie générale pour étudier ce qu'on ne pourrait pas étudier en pratique puisque l'étudier en pratique constituerait une perte de chance, avec toujours cette limite de l'extrapolabilité. La simulation en tant que fin, c'est-à-dire des études qui considèrent que la simulation est un peu le médicament qu'on veut étudier versus référence, concerne notamment donc l'apprentissage par la simulation, donc nous concerne nous en tant qu'internes, mais également peut concerner les personnels paramédicaux et tous les personnels participant à la prise en charge, devrait suivre idéalement une évaluation selon le modèle de Kirkpatrick. Et en suivant le modèle de Kirkpatrick, nous allons conclure donc, que les études montrent pour l'instant que les connaissances acquises en simulation ont tendance à persister dans le temps. C'est donc un impact Kirkpatrick 2, la précision des connaissances théoriques apprises en simulation. Elles seraient également plus souvent mises en application en pratique, ce qui serait un impact Kirkpatrick 3. Il y aurait une amélioration du travail d'équipe et de la communication qui serait plutôt du Kirkpatrick 1, dont on peut se demander si elle n'est pas une fin en soi. Mais dans cet intérêt, il serait intéressant de réaliser des études coût-efficacité pour voir si il est bien nécessaire de les financer, ces programmes d'entraînement par la simulation. On a pour l'instant peu d'études coût-efficacité sur la simulation. Et enfin, en ce qui concerne le Kirkpatrick 4, il faut souligner le fait que pour l'instant, peu d'études montrent un impact significativement positif sur le patient outcome. Je vous remercie de